Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se revoit sur notre chaîne EFI, de la 11e circonscription. Et aujourd'hui, on va passer à une autre thématique. On va parler autour du travail avec Yanis, qui est un spécialiste. Il va nous préciser son activité et il va pouvoir témoigner et rendre un peu plus concret ce qu'on appelle notamment les souffrances au travail. Alors Yanis, on va pouvoir parler là de ton activité. On va pouvoir nous présenter un petit peu ton activité. J'ai parlé de souffrance au travail. Est-ce que c'était le bon mot qu'il fallait employer? Moi, j'aime bien parler de santé au travail, parce que le travail, c'est avant tout, où ça devrait être, un constructeur de santé. Mon métier, c'est d'être expert auprès des CHSCT, les comités hygiène, sécurité, conditions de travail. Le Code du travail donne le droit au CHSCT, jusqu'à maintenant, on espère que Macron ne va pas remettre en cause ce droit, donne le droit au CHSCT d'avoir recours à des experts agréés par le ministère du Travail pour analyser les conditions de travail dans deux situations, lorsqu'il y a des risques avérés pour la santé ou lorsque la direction présente un projet qui modifie les conditions de travail. Dans les deux cas, nous analysons les conditions de travail pour essayer de proposer des pistes d'amélioration. Alors pourquoi je dis que le travail devrait être constructeur de santé? Parce que le travail tient une place importante dans nos vies, pas seulement parce qu'on y passe un tiers de notre temps, mais aussi parce qu'il contribue à construire notre identité sociale, notre utilité sociale, notre place sociale, et l'image qu'on se construit de soi-même. Et quand cette dynamique-là est maltraitée par les conditions de travail, eh bien on se rend compte que les personnes ne vont pas bien du tout et vont jusqu'à des actes extrêmes de se donner la mort. Donc Yanis, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler je sais pas, de souffrance en baisse, d'effets délétères des conditions de travail qui seraient actuellement en train de s'améliorer, ou est-ce que les souffrances sont les mêmes? Est-ce qu'il y a de nouveaux types d'effets dans les conditions de travail qui sont arrivés depuis, je sais pas, une vingtaine d'années que tu exerces? Alors, quand j'ai commencé ce métier il y a pratiquement une vingtaine d'années, euh, on considérait que la pénibilité physique du travail était plutôt en régression, en amélioration, du fait de l'automatisation des outils de travail et de l'amélioration de ces mêmes outils. Je ne pense pas pouvoir dire aujourd'hui que cette amélioration continue. Je pense que les conditions de travail se dégradent. Et surtout, les pathologies liées au travail se transforment. Quand j'ai commencé à m'occuper de conditions de travail, à l'époque, il était question d'épidémie de troubles musculo-squelettiques, de TMS. C'est toutes les tendinites, les problèmes articulaires qui sont liés aux gestes répétitifs dans tous les secteurs qui produisaient ces gestes-là. Ça va de la caissière aux ateliers de montage ou de conditionnement dans l'industrie. Et on a commencé à regarder ces pathologies-là, articulaires, comme des pathologies de l'articulation, et donc à chercher à les résoudre en améliorant le poste de travail, en rapprochant les pièces à attraper, à saisir, en diminuant l'effort à faire, en réduisant les angles articulaires. Et puis on s'est complètement planté, parce que cette approche-là, non seulement ne réduisait pas significativement les problèmes de santé, mais surtout, c'est les salariés qui ont fini par nous dire « mais effectivement, j'ai mal au bras, mais le problème, c'est pas mon poste. Le problème, c'est que je n'arrive pas à bien faire mon travail. Le problème, c'est l'absurdité de ce qu'on me demande de faire. Et le problème, c'est le fait que je n'arrive pas à me faire entendre dans mon travail parce que j'ai quelque chose à en dire et j'ai des améliorations à y porter. »
Donc d'une certaine manière, c'est quelque chose qui apporte un sens nouveau quand tu interviens en entreprise ou quand les représentants du personnel ont à défendre les conditions de travail, à les améliorer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du nouveau là. Ouais, je pense qu'on pourrait se dire ça, que finalement ces tendinites n'ont été qu'un moyen temporaire, transitoire, que les salariés ont trouvé pour dire leur souffrance, dire l'absurdité du travail qu'on leur demandait de faire. Ça s'est exprimé comme ça, par une pathologie physique qui était sans doute socialement plus acceptable. Aujourd'hui, les risques psychosociaux, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les pathologies plutôt qui s'expriment sous un mode psychique, sont reconnus, davantage reconnus qu'elles ne l'étaient à l'époque. Et les salariés, leurs représentants, mais aussi les praticiens de la santé au travail, que ce soit médecins du travail, inspecteurs du travail, ils sont maintenant très au courant de ça et portent un regard différent sur le travail. C'est-à-dire que maintenant, on va directement chercher les sources de ces pathologies psychiques et il n'est plus besoin de passer par l'expression physique des problèmes. Donc c'est une sorte de sens que ces salariés, ces travailleurs voulaient donner à leur travail et qu'ils n'arrivaient pas à lui donner. Ils ne pouvaient pas effectivement intervenir sur l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est ça qui pose un problème de sens. Ouais, et c'est tout à fait ça, et c'est vraiment commun à toutes sortes de secteurs d'activité, toutes sortes de métiers, toutes sortes de niveaux hiérarchiques, hein, qu'on soit dans le privé, le public, l'industrie, les services, en bas de l'échelle ou cadre, tout le monde, sans exception, peut être touché par ces problèmes de sens au travail. Si bien qu'on assiste à une véritable crise de sens aujourd'hui du travail, commune à tous ces secteurs-là. Et cette crise de sens, elle est liée à l'impossibilité, à l'empêchement de bien faire son travail, à l'empêchement d'utiliser pleinement son intelligence et son humanité au travail. Donc c'est un gâchis énorme aujourd'hui dans les entreprises ou dans les services, de considérer que si les gens tombent malades, c'est de ne pas pouvoir faire aussi bien qu'ils savent faire. Alors quand on parle de productivité et de compétitivité, on peut comprendre qu'on va dans le mur en faisant ça. Parce que non seulement on rend les gens malades, mais on gaspille l'intelligence, on gaspille la créativité. Et donc cette crise de sens, on peut parler, comme tu le disais tout à l'heure, de crise de société, parce que celle qui nous est promise par l'élection récente de M. Macron va continuer dans ces cas-là de poser de graves crises de sens, de graves problèmes sociaux, étant donné qu'on semble plutôt aller vers, disons, une régression en termes de conditions de travail au niveau des lois sociales. Qu'est-ce que ça risque de changer dans un sens négatif, son élection et ses projets à M. Macron? C'est évident que ça ne va rien améliorer. Il aurait fallu une rupture très franche dans le mode de production, parce que cette crise de sens dans le travail, c'est aussi celle qui détruit aujourd'hui l'écologie et la planète. Hein. Ce sont les mêmes sources, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc il aurait fallu transformer radicalement le mode de production. Or, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Monsieur Macron est en train de poursuivre la libéralisation du travail qui s'est opérée déjà depuis des années. Hein, pour prendre un point de départ récent, l'accord national interprofessionnel l'ANI en 2013 ou 2014, puis la loi Rebsamen, puis la loi Macron, puis la loi El Khomri. Toutes ces lois-là sont venues affaiblir le Code du travail, affaiblir la régulation du travail, affaiblir le positionnement et la force des représentants du personnel. Donc on peut s'attendre à ce que M. Macron continue cette casse-là et dégrade encore les conditions de travail des salariés. Donc justement, pourquoi il peut être important de se rappeler que tout n'est pas joué, que le candidat de la France Insoumise, certes, n'est pas passé au second tour de la présidentielle, mais que l'élection des candidats à la législative, ici dans la 11e Circo du Rhône comme partout en France, c'est particulièrement important pour mettre un coup d'arrêt justement à ce qui risque de continuer en termes de régression sociale dans le monde du travail, comme tu l'indiquais. Bien sûr, là, l'urgence, c'est
d'empêcher la casse du Code du travail, qui est une capitalisation des luttes sociales très importantes. C'est un droit du travail très protecteur pour les salariés. Donc l'urgence, c'est de protéger ça. Mais ce qui est également urgent, c'est de mettre en œuvre les autres pistes du programme de l'avenir en commun qui sont susceptibles d'enrayer cette crise de sens, ne serait-ce que par l'amélioration de la situation sur le plan du marché du travail, de l'emploi. Parce qu'il est évident que les conditions de travail aussi dégradées sont le fruit d'une compétition de ceux à qui on offre du travail contre ceux qui n'en ont pas. Je veux dire, c'est ce chantage-là qu'on fait en permanence aux salariés, de leur dire si vous n'êtes pas satisfait des conditions de travail, vous pouvez aller voir ailleurs. Donc Yanis, il serait peut-être important de se dire que, eh bien, même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas passé au deuxième tour de l'élection présidentielle, bien évidemment, et que M. Macron est au pouvoir actuellement, il y a des élections législatives prochainement, pas simplement ici dans le 11e circo du Rhône, et qu'il serait bien que les 7 millions de gens qui ont voulu que la situation change, notamment en termes de conditions de travail, eh bien, puissent faire un barrage à ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire ce que nous promet Emmanuel Macron avec la casse notamment du Code du travail. Ah oui, tout à fait, c'est la première urgence, empêcher la poursuite de la casse du Code du travail. Le Code du travail, ce sont des dizaines d'années de lutte sociale capitalisée dans un code certes volumineux mais qui est protecteur. Perdre ça, c'est faire un recul de nombreuses années en arrière, donc on ne peut pas laisser faire ça. Donc c'est la première urgence, mais il y a dans le programme de la France Insoumise de nombreuses pistes qui sont de nature à enrayer la dégradation des conditions de travail et mettre fin à cette crise de sens au travail, je pense. Alors, est-ce qu'on peut parler, je sais pas, tu parles de crise de sens, on a parlé de crise de société, est-ce que dans l'avenir en commun, il n'y a pas une proposition qui consistait à dire qu'il faudrait plus de démocratie dans l'entreprise? C'est ce que ce serait une piste parmi les plus importantes à suivre? Oui, tout à fait. On peut citer ces pistes-là qui concernent la gouvernance finalement de l'entreprise avec un rôle plus prégnant des salariés et de leurs représentants qui puissent peser sur les choix stratégiques. Mais également favoriser de nouveaux modes de gouvernance d'entreprise à travers les SCOP notamment, les coopératives. Et puis on pourrait aussi évoquer le fait que dans le programme de la France Insoumise, il est prévu de faire de la souffrance au travail une grande cause nationale, donc de vraiment prendre à bras-le-corps cette épidémie de mal-être et de souffrance pour le traiter. Et puis de manière peut-être plus diffuse, on trouve dans le programme de l'avenir en commun de multiples pistes qui pourraient enrayer de la même manière cette crise en redonnant du sens et une perspective au travail que l'on fait. C'est en remettant le travail, la production humaine, en la remettant dans une perspective, dans une planification, notamment la planification écologique. Travailler pour démanteler les centrales, travailler pour l'énergie renouvelable, travailler pour des services publics de qualité. Autant de perspectives qui visent l'intérêt collectif, l'intérêt commun, qui remettent l'humain au centre de l'appareil productif, du système de production. Ça, c'est vraiment de nature à enrayer cette crise de sens dont on parlait en début d'interview. Alors Yanis, tu as dit tout à l'heure, c'était peut-être une façon de conclure intéressante, enfin pour moi ce serait peut-être un motif d'espoir, tu as précisé que la souffrance au travail, en fait, c'est d'abord un empêchement de travailler. Qu'est-ce que tu pourrais préciser derrière
Ce qui est pour moi une sorte de motif d'espérer. Un empêchement de travailler, un empêchement de bien travailler. Alors on a tort de penser que ceux qui souffrent au travail, ce sont d'abord et avant tout les plus fragiles. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate. Ceux qui souffrent au travail, ce sont d'abord ceux qui ne renoncent pas à bien faire leur travail. Ce sont ceux qui sont les plus impliqués, ceux qui dénotent une conscience professionnelle la plus développée. Et ça nous amène à constater que aujourd'hui les salariés se battent, dépensent une énergie considérable contre les organisations que les directions mettent en place, contre les indicateurs chiffrés qui prétendent évaluer, mesurer la qualité du travail, qui en fait n'en donnent qu'une image très partielle et très imparfaite. Et donc les salariés dépensent beaucoup d'énergie pour continuer à bien faire leur travail malgré l'absurdité de ces organisations et de cette gestion du travail aux indicateurs. Donc partout, nous constatons dans nos études que les salariés résistent. Ils ne sont pas passifs face à l'organisation absurde qu'on leur impose. Ils résistent au prix de leur santé parfois, ils résistent. Et on pourrait dire que si la production dans les industries continue de sortir, si on continue de soigner les malades dans les hôpitaux, si on continue de remplir le service dans les services publics, c'est parce que les salariés, partout à leur place, résistent, continuent de bien faire leur travail malgré l'absurdité de ce qu'on leur demande de faire. Ils en tombent malades, c'en est une des manifestations, mais c'est aussi effectivement un signe d'espoir parce que cette résistance, partout présente, elle ne demande qu'à s'investir dans quelque chose qui a du sens, dans une perspective plus constructive, voilà, et dans un programme qui pourrait être celui de l'avenir en commun. Merci beaucoup Yanis. Merci Yanis. J'espère que notre petite interview vous a plu, qu'elle était instructive, je le pense. Bien évidemment, vous n'oubliez pas que nous sommes à J-8-9 du premier tour des législatives dans la 11e circonscription du Rhône, qu'il faut bien évidemment défendre l'avenir en commun, en allant voter pour Christine Valentin, qui est notre candidate. Et j'espère qu'on vous retrouve bientôt pour encore peut-être une ou deux interviews sur une thématique différente. À bientôt les gens.